l'écart de taux par rapport aux emprunts d'État français est devenu nul. Ça, c'est une situation qui interroge. Et comme on le disait précédemment, il arrivera peut-être un moment où les emprunts d'État français seront trop dégradés ou que le risque de crédit de la France sera exagéré. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour. Merci à nouveau de nous rejoindre pour ce nouveau format dédié au marché de taux en euros. L'idée, c'est je vais être assez bref puisque vous n'êtes pas censé savoir qu'on rentre dans un énième blocage aux États-Unis. Le 16e depuis 1981, important de le souligner. Rapidement, c'est vrai que le mois dernier, on avait évoqué que les banques centrales allaient devoir poursuivre leur cycle d'assouplissement monétaire, ce qui a été le cas de la part de la Réserve fédérale ce mois-ci, tandis que la Banque centrale européenne, elle adopte un tempo un peu plus tardif, fidèle à sa prudence habituelle. Et parallèlement, les marchés restent sous tension, du fait à la fois des déficits budgétaires, qui persiste avec l'incertitude politique et notamment en France. Et c'est vrai que dans un tel contexte, limiter l'exposition à la dette souveraine demeure quand même une stratégie de prudence. Mais il serait quand même réducteur de s'en tenir à cette seule lecture. On l'avait également évoqué. L'évolution des spreads de crédit, on les scrute de près. Et c'est vrai que leur dynamique indiquera le moment où il sera pertinent peut-être de revenir progressivement vers la dette d'État. On va voir ça. Donc, écoutez, je vous laisse la parole, Philippe, justement, pour nous expliquer un peu plus ça en détail. Très bien. Alors, si on repart des prévisions de croissance économique telles qu'elles ont été publiées, par exemple, par l'OCDE au cours du mois de septembre, on voit que les organismes comme l'OCDE ont plutôt relevé légèrement leurs prévisions de croissance pour 2025, même s'ils continuent à s'attendre à un ralentissement, en particulier aux États-Unis, du fait des tarifs douaniers. On reste quand même avec une croissance qui est relativement résistante. En Europe, aux alentours des 1%, et aux États-Unis, la prévision est à la baisse, qui pourrait aller jusqu'à 1,5% en 2026, mais jusqu'à présent, on a plutôt eu des surprises de meilleure tenue de l'économie américaine que ce que pouvaient anticiper les prévisionnistes. Si on regarde d'ailleurs les PMI et les dernières publications qu'il y a eu sur ces indices, indices avancés de la croissance, on voit que les PMI ont continué à monter en Europe par rapport à ce qu'ils pouvaient être au milieu d'année. Et que l'on a repassé, donc on est au-dessus maintenant de la barre des 50 qui marque la différence entre la croissance et la récession, et que l'on est encore en progression sur ce dernier mois, donc avec 51,2. Donc l'Europe n'est pas forcément plus impactée que ça par les droits de douane. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Christine Lagarde récemment. Et aux États-Unis, en revanche, on a un fléchissement des PMI qui montre bien effectivement qu'il y a un ralentissement de la croissance, mais on est à 53,6, c'est-à-dire un niveau supérieur à ce que l'on a en Europe. Donc, certes, ralentissement, mais avec encore une croissance qui est relativement soutenue. La traduction de cela sur le marché du travail, c'est qu'on a un taux de chômage en zone euro qui reste assez limité à 6,2% et qui est plutôt en baisse. Et aux États-Unis, on a un marché du travail qui connaît une certaine dégradation, très observée par la Fed, mais avec un taux de chômage qui est à 4,3 selon les derniers chiffres publiés. Et à 4,3%, on a quand même un niveau de chômage qui est assez bas. L'inflation, compte tenu de ces éléments de croissance et de marché du travail, on avait vu déjà le mois dernier que l'inflation avait tendance à marquer le pas et à ne plus baisser comme cela a pu être le cas en début d'année. C'est ce que l'on observe également ce mois-ci. On vient d'avoir ce matin les chiffres de l'inflation en zone euro à 2,2.
ce qui montre qu'il n'y a plus de baisse réellement de l'inflation en zone euro. Et on voit aussi sur le graphique que vous pouvez voir des différences assez sensibles entre les États, puisque en France, l'inflation est à 1,2 selon les derniers chiffres publiés, en Allemagne à 2,4, donc le double, et en Espagne à 2,9 par exemple. Donc ça crée une problématique un peu spécifique pour la BCE qui doit composer avec ces différences d'inflation selon les pays. Dans tous les cas, on voit que l'inflation n'est pas hors de contrôle, même si on a les 2,9 en Espagne, et que l'on reste proche de la cible de 2% de la BCE. Mais il faut bien noter ce fait que l'inflation ne baisse plus. Aux États-Unis, c'est la même chose. On a une inflation qui résiste. Les derniers chiffres publiés sont à 2,9. Cela montre bien qu'il commence à y avoir un premier effet des droits de douane, mais pas encore d'effet inflationniste majeur que l'on pouvait craindre. Pour autant, quand on regarde le graphique que vous voyez là, avec les taux effectifs de droits de douane tels qu'on peut les estimer, compte tenu des droits de douane qui ont été mis en place par produit et par pays, et les droits de douane réellement perçus pendant la période, on voit qu'il y a une hausse sensible des tarifs douaniers, ce que l'on pouvait effectivement attendre, compte tenu de la politique de Donald Trump. Mais que ça ne s'est pas encore traduit totalement dans les droits de douane perçus, ce qui veut dire aussi que ça n'est pas reflété totalement dans les chiffres d'inflation américains. Ce sont plutôt les entreprises importatrices américaines qui, pour l'instant, absorbent ce choc douanier et donc des chiffres d'inflation qui ne montrent pas une répercussion complète des tarifs douaniers sur les prix à la consommation. Cet effet de shutdown, il a un effet positif ou Alors, négatif, l'effet de shutdown, ça dépendra beaucoup de la durée de ce shutdown. Donc, on est en situation de shutdown. Ce que l'on sait, c'est que quand on observe historiquement les périodes de shutdown, le shutdown, ça coûte à peu près 0,2% de croissance par semaine de shutdown. D'accord. Est-ce que ce shutdown durera quelques jours ou quelques mois? Enfin, quelques mois, ça serait beaucoup. Un mois, c'était déjà un record. D'accord. Mais on va voir, les positions restent tout de même bien ferme des deux côtés, aussi bien du côté des démocrates que républicains. Et donc, ça pourrait prendre un peu de temps pour résoudre la crise. Cet effet de shutdown sur l'inflation aura plutôt un effet à la baisse, puisque ça veut dire moins de déficit budgétaire, ça veut dire moins de consommation, moins de croissance. Et puis, il semblerait que Donald Trump veuille en profiter pour opérer des licenciements parmi les salariés d'État. Et donc, ça pourrait aussi avoir un effet bénéfique sur le déficit budgétaire à terme. Si on regarde les éléments qui ont pu jouer sur l'inflation et qui permettent à l'inflation de rester mesurée, on a toujours les prix du pétrole et du gaz qui restent dans des niveaux relativement faibles, d'autant qu'on s'attend à des relèvements de production de la part des pays de l'OPEP. Sur le dollar reste dans des zones plutôt de faiblesse par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière par rapport à l'euro, puisqu'on est toujours aux alentours des 1,17, 1,18. Là aussi, c'est un élément qui peut avoir un effet à la fois sur l'inflation dans les différentes zones et sur donc la politique des banques centrales. Clairement, un euro fort a un effet de tassement de l'inflation en zone euro. Et en sens inverse, un dollar faible peut créer des tensions inflationnistes en renchérissant les produits importés.
L'autre élément important pour anticiper la politique monétaire des banques centrales, mais aussi pour anticiper les niveaux de taux longs dans les différentes zones, ce sont les déficits budgétaires. Sur le tableau que vous pouvez voir, on constate qu'en zone euro, les principaux pays ont des déficits budgétaires qui sont très contrôlés, y compris l'Espagne et l'Italie. La France, de ce point de vue-là, fait un peu bande à part avec un déficit qui dérape de manière de moins en moins contrôlée. Et donc la situation politique va avoir un impact assez fort sur la perception du risque de crédit de la France dans les mois qui viennent, puisqu'on n'a toujours pas de gouvernement et qu'on ne sait pas si on aura un accord sur un budget ou au moins une opposition qui sera suffisamment faible pour que le budget puisse passer. L'autre pays qui connaît un déficit très important, c'est les États-Unis, avec 5,6% prévu pour 2025, et ça pourrait être supérieur à cela. Là aussi, le projet de budget nous dira, in fine, ce qu'il en sera. Mais clairement, on est encore dans des zones de déficit qui sont élevées, même s'il y a des restrictions sur les dépenses. Au total, les politiques des banques centrales devraient continuer à être de plus en plus accommodantes, avec la Banque centrale américaine, la Fed, qui devrait poursuivre sa baisse des taux après la baisse qu'elle a opérée au mois de septembre. Et on attend encore 2 baisses des taux d'ici la fin de l'année, 2 baisses des taux de 0,25, ce qui faudrait 0,50 de baisse des taux au total. On attend également des baisses de taux de la part de la BCE, compte tenu, encore une fois, d'une croissance qui, certes, est résistante, mais à des niveaux très bas. Des baisses de taux, vous pensez Alors, ça peut être 1 ou 2 baisses des taux d'ici la fin de l'année, de 0,25. Tout ceci amène, comme on le disait précédemment, à des courbes de taux qui sont de plus en plus pentues, en France comme en Allemagne, compte tenu des besoins de financement qu'il y a sur le long terme et des politiques de baisse des taux des banques centrales sur le court terme. Si les baisses de taux sur le court terme continuent, on devrait avoir encore une pontification des courbes, ce qui rend de plus en plus intéressant le fait d'investir sur des taux longs par rapport au fait d'investir sur des taux courts qui sont de moins en moins élevés. Donc le monétaire un peu moins attractif aujourd'hui. Un peu moins attractif, d'autant qu'on a une inflation qui donc s'est stabilisée, 2% d'inflation, des taux monétaires qui sont aux alentours des 2, voire inférieurs, et qui pourraient être encore plus inférieurs. Les taux monétaires ne rémunéreront plus, y compris à un niveau de l'inflation. On a la même chose, donc une courbe qui est de plus en plus pentue aux États-Unis. Et là aussi, avec la baisse des taux de la Banque centrale sur les taux courts, on devrait avoir encore une accentuation du phénomène. Si on regarde maintenant l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, et donc si on commence à regarder les problèmes de qualité de crédit et la rémunération du risque de crédit, on voit qu'on est à un niveau très élevé de 84 points de base, c'est-à-dire 0,84%, entre la France et l'Allemagne, qui correspond à toutes ces périodes de crise politique en France et d'absence de perspective sur la réduction des déficits. Ceci ayant été, cette méfiance par rapport à la France ayant été accentuée encore par le fait que Fitch a dégradé la note de la France au cours du mois de septembre, et que les autres agences de notation pourraient faire de même dans les mois qui viennent. Ça a pour conséquence, lorsque on regarde les écarts de taux entre les emprunts des entreprises et l'OAT, que cet écart de taux s'est fortement réduit, y compris pour devenir, dans certains cas, négatif. C'est-à-dire que
vous voyez sur ces graphiques que l'écart de taux, par exemple, entre les emprunts d'Airbus ou d'Air Liquide par rapport aux emprunts d'État, c'est-à-dire à l'OAT, cet écart est maintenant négatif, c'est-à-dire que Airbus ou Air Liquide empruntent moins cher que l'État français. Safran est à peu près au même niveau que l'État. Et on voit que, pour donner juste un exemple de signature étrangère, TenneT, qui est une entreprise des Pays-Bas qui s'occupe d'infrastructures électriques, vous voyez que là aussi, l'écart de taux par rapport aux emprunts d'État français est devenu nul. Ça, c'est une situation qui interroge. Et comme on le disait précédemment, il arrivera peut-être un moment où les emprunts d'État français seront trop dégradés ou que le risque de crédit de la France sera exagéré. C'est sans doute pas le moment. Il est exagéré si on prend les notations de la France telles qu'elles sont aujourd'hui. Probablement pas si on prend la situation réelle. Et l'on verra donc à quel niveau cette méfiance peut amener les taux de l'OAT. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura un arbitrage intéressant vers ces taux français, mais ça n'est pas encore le cas. C'est une première justement que non, on a connu ça. Des entreprises du CAC 40 soient... Alors, ça arrive dans certaines configurations que les entreprises émettent à des taux inférieurs à ceux des États. Dans les années 80-90, dont certains ont entendu parler dans les livres d'histoire, une entreprise comme IBM aux États-Unis empruntait au-dessous de l'État fédéral, des treasuries. Donc, ce sont des configurations particulières, mais ce sont des choses qui arrivent. Des entreprises aussi internationales que Airbus ou Air Liquide ou même Safran, évidemment, sont moins soumis à la situation proprement française et peuvent être perçues par les investisseurs comme plus rassurantes que l'État français lui-même. Si on regarde maintenant comment tout cela se traduit dans le fonds que de Haut-Ingres, messieurs Haut-Ingres, qui s'appelle Origine et que nous conseillons, vous voyez que là, vous avez sur ce graphique les échéances de remboursement des différents emprunts qui comportent le portefeuille, qui composent le portefeuille. Vous voyez qu'on a pas mal d'emprunts qui arrivent à échéance prochainement, qui ont donc profité de la baisse des taux courts pleinement ces derniers mois, et que progressivement, le fonds repositionne les liquidités obtenues par ces remboursements sur du long, voire très long, pour continuer à bénéficier des taux élevés sur le long terme. Qui, je rappelle, le fonds Origine aujourd'hui est positionné d'ailleurs 5 étoiles via toutes les agences de notation. Absolument. Ça permet d'être les agences un bon indicateur. Oui, de classement. Les agences de classement, type Cantalis, Morningstar. Voilà. Alors, pour conclure, si on en vient à nos anticipations pour les mois qui viennent ou les semaines qui viennent, eh bien, ces anticipations n'ont pas varié. Par rapport à ce que l'on disait le mois précédent. On a eu quelques surprises comme le shutdown, par exemple, mais ça ne change pas fondamentalement la perception que l'on a du marché. Et donc, on reprend exactement nos conclusions du mois précédent sur le fait que les banques centrales vont continuer à baisser leurs taux, que les déficits budgétaires et l'incertitude politique pèsent sur les taux français, qu'il est encore préférable de rester donc, à l'écart, même si, en cas d'exagération, ça offrira une bonne opportunité pour y rentrer. Et que, donc, il faut continuer à observer de près ce sujet qu'on appelle de spread de crédit, c'est-à-dire d'écart de crédit entre les taux des entreprises et ceux des États, pour s'assurer que le risque de crédit soit correctement rémunéré. Très bien.
Bah, écoutez, merci beaucoup Philippe. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'ailleurs d'autres questions vis-à-vis des marchés de taux. Au plaisir d'y répondre et on vous dit à bientôt pour le mois prochain. Au revoir. Au revoir.